Notre premier panel de la journée comportera certains des meilleurs présentateurs avec Snaren Snowshoe, qui est le département de la culture et d'héritage de Gwich'in. Son projet s'appelle Gwich'in Kunan Cook, Kukunduk, des endroits et des histoires du peuple de Gwich'in, qui est récipiendaire du prix d'histoire du gouverneur général. Sharon, aimeriez-vous expliquer votre projet rapidement? Bonjour. Mon projet a commencé il y a 23 ans, en 1982, complété en 2013, ou en 92 plutôt, avec l'Institut culturel de Gwich'in, avec quatre aînés et des utilisateurs de terres traditionnelles de 35 à 95 ans dans les communautés, afin de documenter les endroits et de créer un inventaire des sites d'histoire au Yukon et les terres natales des Gwich'in. C'est le fruit ici des Gwich'in pour célébrer les emplacements. Gwich'in a fait 3 choses: un atlas, des emplacements avec les noms, une reconnaissance officielle des endroits et de la nomenclature. Merci beaucoup. Ce sera un plaisir d'en parler en plus de détails. Notre prochain... Diffusion au Canada. C'est l'autre lauréat de notre prix pour l'excellence des programmes communautaires. Anya Bork et Alain Dufour représentent le projet. Anya Bork est directrice des musées des Andes Émile Berliner et Alain Dufour est membre du conseil d'administration de la SQCRA et du musée des Andes Émile Berliner. Bonjour, est-ce que vous aimeriez présenter votre projet en quelques phrases? Le Musée des arts et des Berlinades a été approché par la CRA en 2019. Et nous aimerions nous joindre afin de célébrer cet événement et 100 ans de radiodiffusion au Canada. Nous avons rejoint cette opportunité, bien sûr, parce que nous pensions que c'était un événement bien sûr important. Nous sommes un musée de radiodiffusion et tout cela passait sous le radar, si on peut. Personne ne voyait à quel point la radio est importante et encore importante malgré l'Internet, parce que la radio, les technologies radio est utilisée au quotidien sans vraiment y penser. Le SQCRA a fait la plupart de la recherche. Le Musée des arts des Berlinades a pris soin de l'orchestration de ses contributions. Nous avons aussi parlé à d'autres organisations à se joindre avec nous parce que nous ne sommes pas le plus grand musée. Nous sommes bien sûr heureux d'augmenter notre volume pour entendre nos projets. Nous avons été bien sûr affectés par la COVID parce que la plupart des événements ont dû être annulés. Nous avons rapidement décidé que notre contenu préparé en ligne devait être donc sur les pages et en virtuel afin que tous puissent joindre le projet et a été bien sûr appuyé par le gouvernement du Canada. Pour moi et pour Alain Dufour, c'était vraiment essentiel de s'assurer que nous allions aller le plus loin que possible afin de s'assurer que le contenu en anglais est en français. Et nous allons continuer aussi avec ce projet en 2021 parce qu'il est important de tirer avantage. Est-ce que l'on peut de se joindre encore une fois, de rejoindre tout le monde? Tout ce qui est créé sera encore accessible sur notre plateforme qui est radio100.mb.ca. Alors, la prochaine fois, les gens vont voir qu'il y a davantage de surprises et j'espère aussi qu'on y retrouve du contenu bien intéressant. Alain, avez-vous quelque chose à ajouter? Oui, si je peux me permettre. Donc, Alain Dufour, je suis président de la Société québécoise des collectionneurs de radio anciens.
Et on a travaillé effectivement avec le Musée des ondes Émile Berliner pour mettre en place une série d'activités relatives au centenaire de la radiodiffusion, puisque ça avait débuté à Montréal. On pensait qu'on avait une obligation morale de souligner cet événement-là. Mais surtout, on ne voulait pas le souligner seulement sous l'angle de la technologie, qui est, soit dit en passant, très important quand même, mais aussi sous l'angle social et culturel, parce que la radio, ça a apporté une multitude de changements dans la société du 20e siècle. C'est un outil de communication de masse. Ça a été une façon de permettre à certains groupes de prendre la parole, donc notamment pour les femmes, dès la fin des années 20, il y avait des émissions destinées aux femmes à la radio, notamment avec Thérèse Casgrain, qui est devenue sénatrice plus tard. C'est une façon aussi de relier les communautés éloignées, de relier toutes les communautés du Canada. Puis c'est un peu aussi un vecteur d'évolution technologique. Hein. Si le Canada est devenu important au plan de la conquête spatiale avec les satellites de communication, c'est parce qu'on voulait relier toutes les communautés du pays. C'est une façon aussi de démocratiser l'information, de rendre l'information plus accessible et plus rapidement à tout le monde. Et l'autre élément qui nous apparaissait important, c'est l'aspect économique, puisque la radio a permis le développement d'une industrie de télécommunications importante au Canada et qui se poursuit encore aujourd'hui. Merci Alain, and thank you Anya. Merci Alain. J'essaie de voir tout ce que vous avez derrière, là. Alors, c'est vraiment génial comme arrière-plan pour le projet. Oui, c'était pour être un peu plus inclusif, n'est-ce pas? Parce que le musée a d'excellentes pièces et clairement, ça en vaut le détour. Mais en ce moment, bien sûr, nous ne pouvons pas être très présents. Alors, on invite tout le monde à nous rejoindre sur écran. Elizabeth Scott, curator of the Western Development Museum, Ryan Andrusoff, the founder of Dr. Elizabeth Scott, fondateur de Spirit, et Dr. Ashley Andrusoff, qui est professeur restant à l'Université de Saskatchewan. Leur projet est le projet du gouvernement de Saskatchewan et ils ont reçu le prix de gouvernement national pour l'excellence dans les musées et garder l'histoire vivante. Pourriez-vous expliquer votre projet? Merci, Meg. Et au nom de mes collègues, Dr. Ashley, Dr. Scott, je vais expliquer brièvement ce qu'est notre projet. Moi, je suis un descendant du groupe de Doukhobors qui ont émigré au Canada de la Russie. Et les Doukhobors étaient un groupe ethno-religieux qui fuyait la persécution religieuse de la Russie, surtout à cause de leur croyance dans le pacifisme et leur désir d'avoir une forme plus communautaire de religion. Ils se sont établis dans ce qui est devenu comme étant la Saskatchewan. Et même s'il reste encore une communauté de Doukhobors dans Saskatchewan, ils sont connus comme des Doukhobors indépendants. Il y en a très peu qui pratiquent encore. Et moi, j'ai senti que c'était important de préserver l'histoire orale et les traditions spirituelles de cette communauté pendant que les aînés de la communauté étaient encore en vie. Et je voulais aussi avoir l'occasion d'explorer la question de comment cette communauté a évolué depuis qu'elle est arrivée au Canada et qu'est-ce qui s'en vient pour eux. Alors, en collaboration avec mes partenaires de l'Université de Saskatchewan, nous avons déclenché ce projet du Living Book Project de Saskatchewan. On fait des entrevues d'histoire orale avec près de 30 membres de la communauté de 8 ans à 95 ans. Nous avons enregistré les réunions traditionnelles de spiritualité du Doukhobors et on a pu créer plusieurs artefacts audiovisuels uniques et des matériaux pour être capable de raconter cette histoire à l'avenir. On a produit un paysage audiovisuel qui a donné aux visiteurs l'occasion d'expérimenter qu'est-ce que c'est que de faire partie d'une réunion de prière de Doukhobors pour ressentir leurs harmonies a cappella à 5 voix qui fait partie de leur pratique spirituelle. Ça a été incorporé au musée, à Saskatoon, l'été dernier. Et nous avons aussi produit un film documentaire qui racontait l'histoire de la communauté de Doukhobors dans leurs propres mots, avec leur propre voix, qui regardait comment cette communauté avait évolué durant les 120 dernières années à Saskatchewan. Et on a regardé un peu pour c'est quoi les perspectives d'avenir, comment ils continuent
d'avoir leur identité double. Bon, Doukhobor est canadien. Merci beaucoup, Ryan. Et la première question, je vais la poser à votre groupe. Vous avez déjà parlé de quelques thèmes durant votre réponse. Pourriez-vous parler de l'importance de la collaboration et de rester connecté durant ces temps difficiles? Oui, merci, Meg. Et peut-être que je vais passer la parole à mon collègue. Je pense que Dr. Scott va peut-être vouloir prendre cette question aussi. Pour ce qui est de comment on a pu utiliser ceci pour participer ou interagir avec cette communauté. Merci, Ryan. Le projet a été tout un partenariat. Là, on en parlait beaucoup de cela. Bon, le musée, bon, il est arrivé quelques années après que Ryan et Dr. Antoine avaient fait tant de travail avec les communautés. C'est une façon par laquelle la confiance était déjà établie avec la communauté. Et bâtir la confiance, ça prend du temps. Alors, ce fut vraiment une merveilleuse façon pour le musée d'aider à manifester plus de diversité d'histoire dans l'histoire de la Saskatchewan, avec cette magnifique relation qui existait avant que nous, on arrive dans le projet. Alors, ce fut une des forces dans le processus et un processus qu'on peut répéter à l'avenir. Bon, après la COVID, éventuellement. Bon, la collaboration a été une véritable joie. Et je pense que c'est un excellent modèle pour le musée, bon, pour travailler avec les communautés qui peut-être ont une histoire qui n'a pas été autant manifestée que de façon organique et dans leurs mots. Alors, pour nous, d'être capable de servir la communauté de cette façon fut vraiment spécial. Ashley, avais-tu quelque chose à rajouter? Juste qu'en tant qu'historienne, c'est tellement un privilège d'avoir l'occasion de pouvoir travailler directement avec la communauté. Ce projet a été développé en concertation et avec l'appui de la communauté. Bon, la conception du Millennia a été guidée par les participants eux-mêmes. Alors, ce qu'on a fini par créer, c'était quelque chose qui montrait bien qu'est-ce que ces gens-là eux-mêmes voulaient voir et être présentés. Et c'est important chez les Doukhobor parce que tant de ce qui a été présenté au public dans le passé, au travers de l'interprétation, surtout des érudits, mais aussi des journalistes, a été présenté de façon négative. Alors, pour les Doukhobor indépendants de Saskatchewan, de pouvoir se voir eux-mêmes dans une présentation que eux ont créée, ont co-créée, ça a été vraiment utile et valable pour eux. Merveilleux, merci. Et Anya et Alain, je vais vous poser la question à vous maintenant à propos de l'importance de la collaboration et de rester connecté durant ces temps. Bon, la radio, c'est une façon, raconter l'histoire par audio, c'est une façon de rester connecté, mais je suis sûr que vous allez en parler aussi. Oui, c'est ça. La radio en elle-même, ça parle de la connexion avec les partenaires, parce que c'est un outil de communication. Durant le COVID, ça fut vraiment merveilleux. On se sentait appuyé dans tout le réseau de partenariat parce que c'était il y avait un peu de solitude. Bon, moi, j'étais au musée pendant 3 mois. J'étais la seule personne qui venait au musée pendant 3 mois juste pour vérifier que rien n'avait été changé. Et plusieurs personnes travaillaient sur le même projet, de façon autonome, juste pour maintenir la motivation. Et c'est aussi surprenant que les sujets, au début, ils semblaient un peu confinés, mais ils finissent par sortir dans toutes les directions. Et avec les partenaires, on s'est rendu compte qu'il y avait énormément de grandeur, d'histoire reliée avec la radio, le développement de la radio, surtout au Canada, jusqu'à quel point cela a aidé à unir cet immense pays canadien, tout comme le chemin de fer, mais de façon beaucoup plus humaine, si on peut dire. Alors, les collaborations furent vraiment merveilleuses, des expériences merveilleuses. Nous avons eu des collaborations avec d'autres institutions, avec plusieurs universités, mais aussi avec des compagnies privées, comme Ultra Electronics, avec qui nous avons publié un livre, notre premier livre, et je l'ai ici. Alors, c'est l'histoire de la Radio-Canada
Bon, l'innovation radio au Canada, nous n'aurions pas pu faire cela. Bon, juste le personnel et les gens que nous avons musés, mais nous avons profité de ces collaborations et nous espérons que nous allons pouvoir continuer à collaborer ainsi à l'avenir et que les gens n'auront pas peur de nous aborder parce que c'est une situation gagnant-gagnant, ces collaborations. Je pense que, oui, on a montré aussi la participation des différents partenaires, comment c'était important, parce que, comme disait Anya, le musée comme tel n'avait pas les ressources pour faire tout ça. Il ne suffit pas d'avoir l'argent pour le faire, il faut avoir les expertises aussi. Et c'est en se tournant vers différents partenaires qu'on a pu avoir différents aspects de collaboration. Je pense que, par exemple, la première activité importante, c'est une exposition à Polytechnique Montréal. Et les gens du service de communication de Polytechnique ont lancé en quelque sorte l'ensemble de la programmation qui a eu lieu en 2020, bon, jusqu'au moment où la COVID s'est déclenchée, mais qui ont quand même fait un travail important pour faire connaître le centenaire de la radiodiffusion, puis d'autres organisations comme le Centre d'histoire de Montréal qui ont pris le relais aussi pour publier une dizaine de pages web sur l'impact de la radio dans la société montréalaise. Donc, dans ce sens-là, on était en mesure d'aller chercher le meilleur, je dirais, de chacun de nos partenaires pour apporter différentes dimensions au projet. Merci. Et je pense que c'est vraiment intéressant l'idée d'être capable d'aller au-delà de nos propres ressources pour travailler avec les autres et de collaborer de cette façon et bâtir quelque chose que nous n'aurions pas pu construire seuls. Et Sharon, je vais aller avec toi avec cette question de collaboration. Toi, ton projet, il dure plusieurs générations, n'est-ce pas? Et j'aimerais entendre plus de la collaboration qui a été faite dans ton projet. Dans notre projet, notre culture a toujours encouragé le partage, la collaboration, et ce projet-ci a été très collaboratif dès le début. Et nous avons commencé avec les aînés qui partageaient leurs connaissances parce qu'eux croyaient que c'est important de travailler avec des partenaires comme Géomatique et les centres de recherche cartographique à l'Université Carleton et aussi avec les communications MBT pour rendre cette connaissance disponible dans plusieurs forums. Des cartes, par exemple, et des ressources en ligne. Notre collaboration avec l'Université Carleton a été particulièrement utile pour les deux parties parce que cela a aidé que la connaissance de nos aînés soit plus accessible et cela a appuyé l'université pour qu'elle puisse faire croître et faire croître leur atlas source ouverte. Ceci a causé le développement de plusieurs autres atlas, bon, de l'Alaska à l'Amérique du Sud, à l'Asie, des magnifiques cartes conçues par MDT, Communication Limited, ont attiré beaucoup d'attention à nos communautés et sont une source de fierté et d'intérêt, surtout les grandes cartes murales que nous avons développées, qui sont affichées dans tous les lieux publics. Et nous travaillons aussi avec le jeune Arlen Charlie. C'est un jeune auteur, un photographe et un vidéographe. Et lui a remarqué que lorsqu'il était possible de travailler dans le bureau avant le COVID-19, il arrêtait toujours pour voir la grosse carte murale qui était dans le corridor. Il a pu voir les noms et mémoriser les noms des lacs, des rivières, des ruisseaux dans tout le delta de Mackenzie, mais plus spécifiquement en haut de la rivière où sa famille habitait. Ce travail de collaboration a montré la valeur des gens avec des habiletés différentes et des connaissances différentes qui collaborent pour construire une compréhension transversale entre les cultures et s'assurer que notre connaissance territoriale soit documentée et transférée à l'avenir en utilisant des nouvelles formes de technologie. Notre travail a bâti la confiance avec les aînés et a fait qu'il y avait plus de communication entre nos générations et les chercheurs étrangers à l'externe. Et c'est important de continuer cette collaboration basée sur la communauté et pleine de respect
à l'avenir. En fait, nous percevons ceci comme étant une des façons de faire avancer le processus de réconciliation dans notre pays. Plus on se comprend les uns les autres, meilleur sera notre monde. Merci. Merci beaucoup, Sharon. La prochaine question que je voulais poser à tout le monde, et on va commencer avec, juste pour dire, notre groupe de Saskatchewan, bon, le projet du livre vivant, du COBA, c'est quels sont certains des défis que vous avez rencontrés pour ce qui est des collaborations, surtout étant donné, bon, certaines limites. Et de notre côté, quelles sont certaines des leçons qui sont ressorties de ces efforts? En fait, je ne sais pas si vous voulez peut-être, Ashley, du point de vue des universitaires, je ne sais pas si tu veux répondre. Peut-être que tu pourrais rajouter très brièvement pour démarrer cette réponse. Autant que Ashley Liz le mentionnait plus tôt, une partie de cela, c'est de se faire ce genre de collaboration et de bâtir le consentement avec la communauté. Ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend des efforts, ça prend de la construction de relations. Même pour moi et pour Ashley, les deux, nous venons de la communauté du Cobar nous-mêmes et nous avons toujours été membres de la communauté du Cobar. Bon, pour moi-même à Saskatchewan et Ashley, elle vient de Colombie-Britannique et s'est jointe à la communauté de Saskatchewan il y a quelques années. Ça a pris quand même beaucoup de temps pour être capable de bâtir ces relations. Et je pense que franchement, de construire cette confiance de la communauté pour qu'ils se sentent à l'aise de raconter leur histoire. Comme Ashley l'a mentionné, bon, à cause de, bon, dans le passé, le narratif du Cabor avait été raconté de façon péjorative par des forces externes. C'est encore plus important donc que notre projet reflète leur voix dite par eux-mêmes, littéralement et figurativement. Mais il y avait beaucoup de travail à faire, bon, pour bâtir cette conscience. Ashley, je vais te passer la parole. Je sais que toi, tu as des idées du point de vue d'une historienne. Oui, certainement, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit, Ryan, à propos bon, de l'importance de bâtir la confiance et aussi des défis qui accompagnent cela parfois. Pour moi, un des défis auquel je ne m'attendais pas complètement durant ce projet était la partie qui avait rapport avec la traduction, la recherche que je fais en un format qui était délibérément accessible au public et accessible à un large éventail, un large auditoire. Alors, le Western Development Museum m'avait demandé d'être chef rédacteur pour 8 panels de textes qui interprétaient les croyances, la culture et l'histoire des Doukhobors pour les visiteurs, pour l'exposition. Et je pense que c'était pour être 125 mots chaque et écrit dans quelque chose comme un niveau de 5e année du primaire. Et moi, je me disais, ce que j'ai dit à Liz Scott à ce moment-là, de façon au pif, oh, je suis capable de faire ça, les deux doigts dans le nez. Ça, c'est ce que je fais dans ma vie. Bon, regarder l'histoire des Doukhobors. Bon, 8 panels, et si bref, ça devrait être très facile. Et ensuite, j'ai essayé de commencer à le faire. Et bon, je voyais bien qu'il fallait que j'écrive quelque chose qui non seulement est accessible pour un large auditoire, mais aussi qui respecte la culture et qui respecte les faits. Et j'ai eu beaucoup de misère à trouver une bonne façon de le faire. Je pense que ça m'a pris quelque chose comme une journée et demie pour écrire le première affiche. Et lorsqu'on a eu une réunion de suivi avec le Western Development, le personnel, moi j'ai dit, je m'excuse, ça me prend tant de temps, ça m'a pris une journée et demie juste pour écrire le premier. Elle a dit, une journée seulement, ça a été rapide. Alors, c'est un travail tellement important en tant qu'universitaire de s'assurer que le produit de mon travail soit disponible pour le plus grand auditoire possible, mais ceci amène certains défis. Alors, pour moi, ce fut une leçon très importante de passer au travers de ce processus. Je vais intervenir rapidement. Un des défis qui était très intéressant du point de vue d'une historienne et de responsable d'un musée provincial c'était une expérience qui m'a causé beaucoup d'humilité, bon, de travailler avec Ryan et Ashley, parce qu'il y a plusieurs fois où, en fait, moi, j'avais quelques hypothèses à propos des artefacts. Bon, le meilleur exemple, c'est que nous avons un tapis de Doukhobor du fin du 19e, et moi, je présumais qu'on allait l'afficher le mettre sur le plancher. Moi, je me dis, on va faire un plexiglas par-dessus, on va mettre le tapis, les gens vont pouvoir voir le tapis du Doukhobor. Et ce que j'ai appris très rapidement, c'est que c'est une hypothèse culturelle de ma part, mais les tapis de Doukhobor généralement étaient accrochés au mur
et non pas mis par terre. Alors, on a donc travaillé ensemble pour mettre le tapis en exposition de façon culturellement sensible. Alors, en travaillant en collaboration, on se rend compte qu'il y a peut-être des déficiences lorsqu'on fait le catalogage des œuvres d'art. Bon, la personne qui fait le catalogue, il y a 30-40 ans, n'a peut-être pas eu cette connaissance culturelle. Alors, ça fait une partie intéressante pour moi en tant que responsable de musée et j'ai appris tant de choses dans tout le processus. Et je pense qu'une fois de plus, ça montre bien l'importance, la valeur des partenariats. Merci beaucoup, Liz. Anya et Alain, je vais passer à vous maintenant. Je sais que vous avez parlé des questions de... Bon, c'est une blague, là, la bande passante, d'être capable de comprendre comment travailler lorsque vous avez une petite équipe. Mais j'étais curieuse à propos de d'autres défis et d'autres occasions d'apprentissage qui sont ressorties de ceci. Oui, pour moi, ce fut probablement d'être complètement bilingue, qui a été tout un défi. Je suis allemande d'origine, alors tout ce que je lis en anglais et tout ce que je lis en français, ça a toujours l'air bien beau comparativement à ce que moi j'aurais écrit. Alors, pour m'assurer que vraiment ça soit professionnel, bon, d'avoir les traductions faites, mais d'éviter tout type d'erreurs en anglais et en français. Ça, à tous les jours, c'est comment dire, une aventure. L'autre, c'était que j'ai la politique de ne jamais dire non. Et j'ai été abordé par plusieurs organisations avec des idées de projets qu'on ne voulait pas faire au début. Le premier, c'était le Montreal Basement Tape State. Et j'étais hésitant, mais j'ai appris à avoir confiance aux partenaires parce qu'eux ont beaucoup d'intérêt à rendre ces événements un succès et de dire oui, ça nous cause beaucoup de travail, mais c'est vraiment une expérience très positive. Et tout a été bien plus réussi que j'aurais pensé. Ils ont mis beaucoup de travail dans ces projets-là et ils ne m'ont pas demandé de faire la plus grande part du travail. Non, mais souvent, j'étais simplement un spectateur presque. Et je recevais les remerciements pour le travail fait par les autres. Et c'est certainement une leçon que je veux me rappeler, que je ne veux pas que j'aie peur de dire oui tout le temps, même si nous n'avons pas beaucoup de personnel dans mon musée. Je suis le seul employé à temps plein et nous avons 2 employés contractuels et c'est tout. Et c'est toute une charge de travail que nous avons. Et ça a été dur d'accepter cette subvention et de rendre cet événement, bon, de le réaliser durant cette année. Merveilleux. Alain? Anya, on peut parler des défis, on peut parler effectivement des opportunités parce qu'on nous a offert la possibilité, par exemple, de faire 4 émissions d'1 heure à la radio, ce qui n'était pas prévu initialement. Mais comme on est une petite équipe, c'est possible de s'organiser malgré tout. On n'a pas de contraintes de convention collective. Je ne suis pas contre les syndicats du tout, là, mais on a toute la liberté de faire ce qu'on pense qui doit être fait et d'être opportuniste. Et ça nous a préparé en quelque sorte à faire face à la COVID aussi, parce qu'à ce moment-là, on a pris l'information qu'on avait et on l'a mis sur le site web radio100.moeb.ca qui, si vous allez faire un tour après cette diffusion, vous verrez qu'il y a énormément de contenu sur l'histoire de Radio-Canada. Parfait, merci. J'aime que tu as fait des programmes au radio à propos du centenaire de radio. It's meta. It's great. Sharon, I'd like to go to you now. Sharon, maintenant à toi. À propos des défis que vous avez vécu, aussi des occasions d'apprendre en travaillant sur ce projet. Le défi que nous avions, c'était il fallait qu'on fasse beaucoup de collecte de fonds pour faire le projet. Et ça a commencé avec toute cette collecte d'informations. Et comme avec nos aînés, bon, il y a eu des chercheurs aussi qui sont venus dans la communauté. C'est bien que les chercheurs arrivent et puissent apprendre à connaître les gens pour leur expliquer le projet. Et à partir de là, ils peuvent développer une bonne relation avec notre peuple. Et les gens veulent partager leurs connaissances.
tant qu'ils comprennent, si on peut dire, le contexte du projet et quelles informations ils vont recueillir, à quoi cela va servir, avec nous, c'est toujours la collecte de fonds qui est un défi pour nous. Y a-t-il eu des leçons, des bonnes choses qui sont ressorties? Je sais que tu as mentionné la capacité de faire rentrer des gens de l'externe pour collaborer, mais je me demandais s'il y avait d'autres leçons qui avaient été apprises. Je pense que les leçons que nous avons apprises durant ce projet, c'est nous avons pu recueillir cette information avant qu'elle soit perdue et que c'est bien que les aînés ont eu la prévoyance de donner des directives pour qu'ils puissent recueillir toute cette information à ce moment-là, parce que ça a pris près de 20 ans pour compiler toute cette information dans un atlas et un atlas en ligne et ensuite les cartes. Et que les noms soient reconnus officiellement au Canada. Et je pense que plusieurs personnes apprécient que ce travail a été fait. Oui, merci beaucoup, Sharon. Et j'aimerais remercier tous les panélistes et félicitations encore à nos lauréats. Ceci conclut le premier panel des activités d'aujourd'hui. Alors, merci pour vos commentaires. Je les ai vraiment appréciés.